Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau numéro de Biathlon en live, un numéro qui va succéder à un autre que vous allez pouvoir trouver en lien sur cette page où nous avons évoqué la saison à venir pour les dames. Maintenant, place aux messieurs. Autour de moi, on change pas une équipe qui gagne. Marine, Romain, Émeric sont là, ça va ? Ouais, ça va. Ça va. Salut Damien, salut à tous. Prêt à attaquer les messieurs ? Bah après, ouais. Je suis dans les starting blocks, Ouais. dans le portillon de Ok. départ. Peut-être la première. Ok. Bon, alors place aux messieurs donc pour ce preview de la nouvelle saison. Au sommaire, Johannes Beu est-il le grand favori à sa propre succession ? Notre avis et ses potentiels rivaux. Nous nous interrogerons ensuite sur la saison de nos bleus. Peut-on dégager un potentiel chef de file ? Le troisième thème de cette émission nous amènera à nous poser une question afin de savoir quel athlète ou quelle nation peut mettre fin à l'hégémonie franco-norvégienne de ces dernières saisons. Et bien sûr, on finira en beauté par les pronos de la rédaction. Jingle. On commence donc avec notre premier sujet. Johannes Beu est-il le grand favori à sa propre succession ? Alors on vous le rappelle, Johannes Beu vient de remporter 2 gros globes de suite. Il est l'ultra favori sur le papier pour en remporter un 3e. Est-ce que c'est également votre avis, les amis ? Honneur aux dames. Honneur aux dames. Eh ben, oui, je pense que effectivement, c'est le grand favori à sa propre succession, d'autant plus que Martin est parti, et comme il nous a montré l'année dernière, même avec 2 étapes en moins pour marquer des points, il a remporté le gros globe avec brio, même si ça s'est joué jusqu'à la dernière course. Donc je pense que oui, c'est le grand favori. C'est sûr que si pour moi il reste dans la lignée de ces 2 saisons au même niveau, je vois pas forcément qui pourrait l'atteindre. En plus, on sent qu'il progresse d'année en année encore, alors que sur le ski, c'est une fusée, et sur le tir, il devient encore de plus en plus régulier. Il était la saison précédente à 89%, il était à 85% la saison précédente, donc on sent qu'il devient de plus en plus un biathlète complet, et je vois mal, en tout cas, s'il arrive à toujours maintenir ce niveau de performance qu'il avait, comment quelqu'un pourrait l'embêter, en tout cas le détrôner. Ouais, il y a peut-être Quentin qui pourra l'embêter un peu plus que la saison passée, mais de là à aller jouer le gros globe, ça risque d'être encore peut-être un peu... ici, il va être son plus gros prétendant à la victoire finale, mais pour moi, il a encore un petit cran au-dessus de Johannes. Bah après, Johannes est favori, mais je pense que Quentin, pour moi, a les cartes en main. Il a de très très bons arguments par rapport aux 2 années qu'il vient de faire, où il a terminé à chaque fois sur le podium, où il était comme ça dans l'attente. C'est le seul à pouvoir lutter avec lui. Je pense. Oui. Après, c'est le problème, c'est ça, ce que disait Romain tout à l'heure. S'il est à son niveau, Johannes, qu'on l'a vu, c'est-à-dire que pour moi, un Johannes à 10 sur 10, ou un 20 sur 20, ou tout ce que vous voulez, c'est un Johannes qui gagne, quoi. J'ai du mal à imaginer même un grand Quentin pouvoir... En fait, pour moi, ses rivaux pourront gagner uniquement s'il ouvre la porte. Johannes Beu. S'il n'entrouvre pas la porte, ça sera quasiment impossible d'aller chercher. Alors, c'est aussi toutes les joies du biathlon, d'être régulier. C'est d'ouvrir la porte. Bien sûr. Le garage, comme dirait le chevalier. C'est ça, il y en a... Oui, c'est ça. C'est ça. Donc, sinon, ça serait pas un sport aussi intéressant. Mais voilà, je reprends vraiment l'argument de Romain. Johannes Beu, à son niveau, s'il perd ce gros globe l'année prochaine, c'est parce qu'il aura commis des erreurs. Ça serait une contre-performance. Après aussi, parce que Quentin peut avoir aussi franchi un nouveau palier dans sa carrière et dans son état physique, et même surtout sur son tir, parce que c'est vraiment le tir, je pense, qui va déterminer la saison de Quentin, parce qu'on voit que clairement sur les skis, Quentin marche très fort, il est souvent le deuxième homme fort derrière Johannes Beu, même il était devant Martin souvent la saison précédente en termes de niveau de ski. Mais Quentin pour moi est le grand rival, sera le grand rival pour Johannes Beu, mais si Johannes Beu maintient le niveau qu'il avait, pour moi je vois mal quand même quelqu'un pour aller chercher. Ça va être encore dur. Surtout quand on regarde le classement, Johannes Beu met 70 points à Quentin la saison d'avant avec 4 courses en moins. Alors évidemment il y a toujours les 2 résultats à enlever,
Mais on sent quand même qu'il y a encore une marge de différence, une grande marge de différence entre Quentin et Johannes Beu la saison d'avant. Après, Quentin à son meilleur niveau, il matchait Johannes Beu sur les skis. Il matchait Quentin à son meilleur niveau, et quand il arrivait à mettre les balles, ce qui est arrivé quand même assez souvent, il matchait Johannes Beu sur les skis. C'était mais sauf qu'en temps de tir, en temps de tir, il prend 2-3 secondes Johannes sur chaque tir, hein, aussi, hein. Et tout cumulé, c'est ça, c'est que Johannes, il a la vitesse à ski. Bon, Quentin peut rivaliser, je suis d'accord avec toi. Le tir, Quentin peut rivaliser en nombre de fautes éventuellement et tout. Mais par contre, sur la vitesse, c'est encore une autre histoire, quoi. Oui, après, faut voir ce qui s'est passé cet été. Dans sa préparation, Quentin, il a une soif de victoire. C'est quelque chose pareil. Il annonce qu'il joue le Gros Globe. Pour moi, c'est très très fort comme signal qu'il envoie. Ça veut dire que donc il y croit vraiment, alors qu'il l'a jamais annoncé avant. Et il a beaucoup appris en finissant 2 fois sur le podium, en regardant donc les 2 géants se battre les années d'avant. Et donc pour moi cet été, en travaillant dans cet objectif-là de gagner le Gros Globe, pour moi, ce serait plus attendu que ce soit Quentin qui élève son niveau plutôt que d'attendre que Johannes baisse son niveau. Et avec le départ de Martin Fourcade, je pense que Quentin a vraiment envie de s'affirmer comme le leader de l'équipe. Et je pense que le fait de affirmer son intention de gagner le Gros Globe fait partie de cela, de se dire que voilà, je suis le patron du Team France, je traîne l'équipe derrière moi et je vais emmener toute l'équipe vers ce Gros Globe avec moi et embêter Johannes Beu comme je peux. Mais Quentin a vraiment le potentiel pour vraiment embêter Johannes, hein, je suis sûr. Après, c'est surtout sur la régularité. Je pense que oui, sur une course, il peut battre Johannes. On l'a vu, alors il l'avait battu, c'est lors du sprint des mondiaux, où il l'avait battu même avec une faute. Alors Martin aussi, d'ailleurs, il avait fait le plein, par contre Martin. Mais sur une course similaire, Quentin avait battu Johannes Beu. Oui, Quentin est capable de le battre. Après, c'est sur sa régularité où ça va vraiment être le point décisif pour Quentin. Il y a toujours quelques week-ends où il y a un trou d'air pour le Jurassien de temps en temps. On se rappelle d'Oberhof en début d'année où il avait connu un week-end un peu compliqué. Par la suite, il était revenu, où il avait d'ailleurs gagné à Pokluka. Mais voilà, c'est vraiment la régularité de Quentin qui va être mise en épreuve. Et hormis Quentin, vous voyez quelqu'un d'autre se détacher juste avant. Juste avant de passer aux autres précédents, moi je pense qu'en plus de tout ça, Quentin il arrive à un moment de sa carrière, là il a 28 ans, il arrive surtout à un âge où il va bientôt atteindre, où il est peut-être même déjà, à son pic de forme d'un biathlète. J'ai regardé un peu les chiffres donc des biathlètes qui ont dominé un peu sur les 10-15 dernières années. Un Tariebeu, il a été en capacité à jouer avec les tout meilleurs depuis ses 22 ans jusqu'à maintenant, il en a 32. Johannes, depuis ses 22 ans, pareil, il est là dans la course au général. Martin, pareil, il a joué le général de ses 23 jusqu'à la saison dernière. Un Raphaël Poiré de ses 25 ans à ses 32 ans, Svensson à peu près pareil, et Björn Dahlén un petit peu plus parce qu'il a eu une plus longue carrière, mais il arrive à peu près aux alentours des âges où le biathlète arrive à maturation, si je peux dire ainsi. Ouais, et il est là. Oui, c'est la meilleure période d'un biathlète pour être à son pic de forme, quoi. Même souvent d'un sportif tout court, hein. C'est souvent l'âge de la maturité sportive, physique. Ouais. C'est l'âge de la maturité. Différents sports, mais. Donc. C'est l'année, je pense, c'est une année charnière pour Quentin s'il veut aller vraiment matcher avec Johannes. Oui, non, mais c'est certain. Et après, on a du mal à voir qui d'autre pourrait rivaliser. Vous non plus. Vous avez une petite idée quand même, un biathlète qui pourrait sortir du lot. Si moi j'en vois. Alors, pour moi, il y a vraiment Johannes qui est un cran au-dessus de Quentin. Après, j'aurais Quentin un tout petit, du coup, donne pas ton chrono. Et encore un cran en dessous. Non, je vais avoir 3 biathlètes pour moi qui vont se battre pour la 3e place. Je vais avoir 2 Norvégiens. Donc, Tarje, qui, je pense, va encore faire une grosse saison.
J'aurais Christiansen. Je sais pas, c'est une intuition. Je le trouve de plus en plus rapide sur les skis. Au tir, bon, sa moyenne s'améliore pas forcément, mais je le sens de mieux en mieux et je pense qu'il a une carte à jouer pour le podium. Et le troisième que je verrais à la lutte, ça serait capable de rivaliser sur pas mal de courses, ça serait Emilien, quoi. Mm-hmm. On l'a vu la saison dernière, il commence à bien tourner, quoi. Mm-hmm. Vous êtes à peu près d'accord avec ça, Romain, Marine ? Oui, tout à fait d'accord. Pour moi, il y a Johannes, en dessous Quentin et en dessous encore. En tout cas pour la deuxième place, si jamais Quentin ne gagne pas le Gros Globe, ce sera, enfin, et pour moi, il finira deuxième, quoi. Il y aura personne. Il y a aucun doute sur sur les deux premières places. À mon avis, après dans le biathlon, on peut jamais savoir, mais pour moi, il y a un gap. D'accord. Et, moi, Tariebeu, moi, m'impressionne. Enfin, je trouve qu'il a une longévité, qui est assez exceptionnelle, parce que il a quand même remporté le Gros Globe il y a quand même 10 ans. Ouais. Il a connu quelques soucis de santé, il a dû ronger son frein, et il revient depuis quand même quelques années au devant de la scène, il est toujours présent. Alors il n'est pas aussi flamboyant peut-être que ses 22, 23, 24 ans. Des fois il oublie des anneaux de pénalité. Voilà, exactement, en plus. Donc Elzheimer qui guette. C'est passé à trentaine, des fois il y a quelques soucis. Mais moi je vois Tariebeu, je sens qu'on va encore avoir une année bœuf, peut-être, encore, des podiums, comme on dit. Et on préfère les bleudiums. Mais... Attention aussi à Alexander Loginov, on n'en a pas parlé, mais... oui, c'est vrai. Il peut être là. Alors l'an dernier, il avait tout misé sur les mondiaux, ça avait réussi. Il avait eu quelques soucis de santé avec une épaule, je crois que c'est un coude ou une épaule. Toujours son problème de coude. De coude, il en a encore eu cet été, il a encore eu quelques problèmes. Mais Loginov a, je pense, les moyens aussi de faire une très belle saison. Peut-être pas au niveau de Quentin et Johannes, mais un beau top 5 pour le Russe. Et Emilien Jacquelin, j'y crois aussi. Ça va être aussi au niveau de la régularité pour Emilien. Maintenant, c'est un homme des grands jours avec la poursuite des mondiaux, comme il y a eu l'an dernier. Il a quand même amassé quand même pas mal de podiums. C'était ses premiers podiums la saison précédente. Désormais, je pense qu'Emilien va se fixer comme objectif d'être régulier sur toute une saison. Ça va peut-être encore être un peu compliqué la saison prochaine, cette saison. Mais Emilien, dans sa progression encore, peut encore gagner quelques places et peut viser, je pense, une place derrière derrière Quentin et Johannes. Et Christiansen, non, Christiansen, Christiansen, c'est un biathlète qui est assez complet, je trouve. Je trouve qu'il est assez complet. Après, qui peut aussi avoir des trous d'air de temps en temps. Un bon finisseur. Je pense que Christiansen avec Simon Zetieux, je les vois bien ensemble derrière aussi avec Alexander Loginov. En embuscade. En embuscade, exactement. Pour des petits coups de temps en temps. Ouais, non, mais bon, je pense que vous avez plus ou moins bien fait le tour de tous ces biathlètes. Un biathlète à suivre cet hiver, je sais pas, vous avez pas repéré une petite pépite ou quelque chose ? Dans les très jeunes, alors, moi je suivrais, je pense, il y a le jeune allemand Fratscher qui a gagné le Globe de l'IBU et c'est toujours intéressant de voir ce que les vainqueurs des Globes de l'IBU font sur le circuit Coupe du Monde. C'est un des rares jeunes Allemands, puisque finalement, tous les Allemands qui sont en équipe ne sont pas si jeunes que ça, entre guillemets. Ouais. Oui, j'ai noté un peu les âges. Parmi les jeunes, en fait, allemands, Fratscher, mais il est plus si jeune que ça, il a quand même 26 ans, il a un an de plus qu'Emilien. On a Philippe Horn aussi, qui a un an de plus qu'Emilien. Johannes Kuhn, beaucoup de gens croient qu'il est jeune, mais il a déjà quand même 29 ans. Après, t'as les... Navrat, Horn, pareil, ils sont pas jeunes. Ouais, après les vrais jeunes, t'as Dominique Schmuck, la sensation, celui qui a remporté le titre du sprint national cet été, à la grande surprise de beaucoup de monde. Encore. Et puis après, t'as les plus vieux, t'as Lesser, il est plutôt sur une fin de carrière, Schemp, on sait pas s'il va revenir, Doll, il a quel âge déjà ? Doll, il a 30 ans. Ouais, donc on est plutôt sur une fin de génération, entre guillemets. Sur une fin de cycle. Il y a une génération on aura l'occasion Oui, on en parlera tout à l'heure. On aura l'occasion d'en reparler dans un prochain sujet de ce podcast. Moi, j'ai comme biathlète à surveiller, où je porterai attention, c'est Sebastian Samuelsson.
où on attend quand même pas mal. Marine, ça te fait rire. Non, oui, bien sûr, parce que chaque fois on dit qu'on va surveiller Sébastien Samuelsson depuis les Jeux Olympiques et on surveille et on attend les. Bon, on surveille encore. La préparation s'est plutôt bien passée, on dirait, mais on attend de le voir passer. On attend parce qu'il a quand même régressé la saison précédente. Il a fait un moins bon classement général, si je dis pas de bêtises. Et il finit 28e. Donc on attend beaucoup. La Suède attend beaucoup, j'imagine aussi. Björn Ferry, mais pas trop d'attente quand même sur lui. Il a dit que s'il faisait un top 15 au général, ça serait déjà pas mal. Après, Samuelsson, il est jeune, donc il a encore le temps de franchir des paliers. Donc, mais après, une carrière de haut niveau est quand même courte aussi. C'est une il est de 96, Samuelsson. Ouais. 97. Ah oui, donc il a l'âge de Davidova, donc on a encore le temps de voir. Le problème, c'est qu'on n'a pas l'impression qu'il progresse, quoi. On ne voit pas progresser. Oui. C'est ça aussi qui est un peu dérangeant. Après, c'est dérangeant, mais il faut dire que devant, il laisse pas trop place à grand monde même, aussi. Je parle vraiment individuellement, de lui, au niveau du ski, de son tir. Je vois pas une progression depuis une voire 2 ans, voire 2 années. Donc depuis les JO. Je pense que c'est ça exactement. Peut-être que c'est un homme des jeux. Peut-être qu'on le verra à Pékin en 2022, encore sur les podiums. Mais moi j'ai observé je vais être attentif sur ses performances cette année. Je pense qu'on a fait le tour justement sur ses prétendants. On résume, Johannes Bö forcément grand favori à sa succession, mais on ne sait jamais. Pourquoi pas un Quentin Fillon-Maillet pour lui. On n'en a pas parlé j'en parlais vite fait sur Johannes Bö, mais il y a peut-être un facteur qui sera aussi intéressant à parler, c'est par rapport à sa paternité, qui lui prend beaucoup de temps, qui lui tient beaucoup à cœur ce rôle de papa, et qui lui a il a décidé avec sa paternité de zapper certains stages avec son équipe, comme son équipe norvégienne, l'équipe de Norvège est allée en Italie en haute altitude cet été, et il a décidé de rester à la maison, s'entraîner à Holmenkollen, c'est pas trop mal non plus, mais il n'est pas allé en haute altitude avec son équipe, et il a jonglé entre son rôle de papa et son entraînement durant toute la préparation, et on verra si ça n'a pas impacté en effet avoir une influence son hiver sur sa saison. Et donc du coup, pour profiter de cette potentielle faiblesse de Johannes, on a parlé de toute une ribambelle de rivaux possibles, mais là on va s'axer dans un deuxième sujet davantage sur les Bleus. Alors on a largement parlé de Quentin Fillon-Maillet depuis le début. Je pense que la question que je vais vous poser, c'était quel chef de file pour les Bleus. Je pense que vous avez largement répondu dans la première question. Quentin, Emilien, Simon. Voilà, on a vraiment, encore une fois, on le dira jamais assez, et c'est pas de la franchouillardise, mais on a une équipe de France exceptionnelle. C'est rien de le dire. Même avec le départ de Martin Fourcade, on a quand même une équipe top niveau. On reste ultra compétitif et on pourra aller chercher des podiums sur toutes les courses. 5 qui jouent le podium, qui peuvent être podiumables, quoi. Ils en ont tous à leur actif. C'est clair, exactement. Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est que là, on va tomber dans. Il y a eu le départ de Raphaël Poiré et maintenant le départ de Martin Fourcade. Quand Raphaël Poiré est parti, ça a été très compliqué derrière. Il n'y avait pas forcément. Alors, Vincent Defrane était toujours là, mais bon, il a eu des résultats en dents de scie. Il y a eu un peu de temps jusqu'à l'arrivée de Martin pour reprendre le relais, tout ça. Là, Martin, il part. Mais alors, qu'est-ce qu'il laisse derrière lui, quoi ? C'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir quand même 2 générations avec 2 immenses champions, avec Raphaël Poiré et Martin Fourcade. Franchement, on a vraiment eu du cul, j'ai envie de dire. Oui. Pour être honnête, franchement, il n'y a pas beaucoup de nations qui peuvent. Mais vraiment, cette différence, elle est importante, quoi. Champions. C'est pas le désert. C'est pas le désert derrière Martin Fourcade, bien au contraire. Et puis, il aura déjà donné aussi l'occasion de se débrouiller un peu tout seul il y a 2 ans. Ouais, c'est ça. Après, il faudra trouver, est-ce qu'on aura le grand champion ça va être compliqué d'avoir un Raphaël Poiré et un Martin Fourcade, c'est certain. Il n'y en a pas 36 000. Il n'y en a pas 36 000, ça c'est sûr. Mais on a le potentiel, ça c'est clair. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet prend le lead, mais est-ce que il va le prendre pour quelques années et devenir même le patron du biathlon? Est-ce qu'un Emilien Jacquelin qui est plus jeune, donc qui va reprendre le lead ensuite? On a une grosse équipe et à voir maintenant après si on aura un biathlète, un Français qui aura l'étoffe d'un grand champion, qui a été
dans les traces d'un Raphaël Poré et d'un Martin Fourcade. C'est pas une mission simple, ça c'est sûr. Mais à mon avis, il faut un peu faire le deuil de ça. Martin les protégeait un petit peu aussi par sa présence médiatique. C'est sûr que c'est Martin son qui charisme, enfin on va pas faire le lumière, personnage, mais ça... parce que même l'année où il les laisse un peu tout seul, il y a 2 ans, quand il se retire et qu'il fait une saison, tout était quand même focalisé autour de lui sur ses mauvaises performances aussi entre guillemets, donc ça protégeait aussi les autres. Mais après ça a permis au moins aux Bleus de se révéler, je trouve. Enfin, on a eu la naissance du groupe justement. Cette coup de moins bien de Martin, ça a permis au groupe France de se révéler, d'avoir un groupe fort et qui s'est poursuivi la saison passée avec un Martin en forme, et on a vu qu'on a eu la meilleure équipe de tous les temps, j'ai envie de dire, du côté de la France en tout cas. On n'avait jamais eu une équipe aussi forte, et on espère que cette équipe va continuer dans ce sens sans Martin Fourcade, et je vois pas pourquoi ça continuerait pas. C'était un peu un mal pour un bien en fait. Enfin, exactement. Je ne veux pas dire que c'est bien que Martin ait eu ce creux de la vague, mais ça a vraiment pu permettre de créer ce collectif France qu'on a eu l'année dernière, qui était tout bonnement exceptionnel. Et du coup, pour moi, la lumière que prenait Martin, ça effectivement ça protégeait, mais il y avait aussi un côté où ça pouvait être inhibiteur pour certains biathlètes, que ça pouvait aussi créer un blocage en se disant de toute façon la lumière c'est Martin, donc psychologiquement ça pouvait créer un blocage peut-être aussi, donc après c'était de la faute de personne, c'était la situation qui était comme ça, mais je pense que en tout cas cette année la saison 2018-2019 a été vraiment une année très importante pour la création de ce collectif après Martin. Sans oublier que nos Français vont avoir les dents longues aussi pour une autre raison, c'est que on le voit depuis quelques années, les palmarès sont vampirisés par Martin Fourcade et Johannes Beu. L'année dernière, ils se partagent les victoires. Il y a 2 ans, Martin n'est pas là, c'est Johannes qui bat le record. Donc c'est vrai que c'était toujours compliqué pour les autres. Quand il y en avait un qui se loupait, l'autre réussissait. Enfin voilà. Alors que là, il va y avoir des ouvertures pour remplir un peu son palmarès. Donc ça va les motiver aussi, je pense. Ah c'est sûr que quand tu avais un Martin et un Johannes Beu, ces 6-7 dernières saisons, qui prenaient toujours les 2 premières places, en tout cas Martin Fourcade déjà depuis longtemps. Une place de libre pour le dire. C'est oui. Oui, c'est ça. Il y a une place sur la boîte. Avis aux amateurs. Ça, il collectionnait les bouquets de fleurs, quoi. Enfin, c'est ça. Mais... Moi, je voulais revenir un peu sur le plan comptable. Alors, donc, on sait que d'un côté, c'est pas parce que Martin est parti que sur au niveau des performances brutes, les Français vont se retrouver à être tout d'un coup nuls. Non, c'est pas possible. Pour moi, c'est pas possible que ça arrive. Mais après, sur un plan comptable, si on regarde le classement de la France au niveau de la Coupe des Nations, t'enlèves les points que Martin a rapportés, on va reculer un peu par rapport à la Norvège, et l'écart avec l'Allemagne qui était juste derrière nous va se réduire un petit peu, et sur ce plan-là, je pense que le départ de Martin à la retraite va avoir un impact sur ça. Je pense que l'impact de Martin, il sera surtout senti sur les relais. Ouais, voilà. Je pense parce qu'il y a souvent sur le collectif. Ouais, sur le collectif. Il y a quand même des hommes forts quand même, mais souvent le relais quand même tourne. Il y a des fois 1 ou 2 remplacements, et c'est là, je pense, que ça va se ressentir, ou que la présence de Martin va manquer, et qui va être le quatrième relayeur. Ouais. Et après, il y a forcément après un départ de Martin Fourcade, il y a forcément une période de transition, c'est obligatoire. Enfin, qu'on le veuille ou non, il y a forcément un moment, faudra passer par là cette saison, même si je pense, ça va être quand même intéressant de voir cette équipe de France évoluer sans Martin Fourcade, et j'ai hâte de voir ça. Mais oui, je pense que peut-être individuellement, on va peut-être pas forcément voir la différence, mais c'est surtout sur les relais, où peut-être ça va être un peu plus flagrant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on a vraiment hâte de voir Quentin, notamment dans ce rôle possible de leader, justement. Ah oui, il s'en cache pas du tout. Voilà, c'est ça, il est en confiance, il a faim, il a faim. Donc voilà. Quid d'Emilien Jacquelin, qui nous a impressionné. Voilà, il est en formation, il était en formation sous l'aide de papa Martin Fourcade depuis 10 ans, même un petit peu plus. L'année dernière, il a été le digne incroyable. héritier. Ouais, voilà, il a été incroyable. Qu'est-ce qu'il attend ? C'est quoi son stade de progression pour cette année ? Vous en attendez quoi ? Je disais tout à l'heure, c'est être régulier désormais. Enfin, c'est vraiment être gagnant en régularité. Il a décroché ses premiers podiums, il a décroché sa première victoire sur des mondiaux. Maintenant, je pense ce qui lui fait rêver, c'est le gros globe. Enfin, il y a sans doute aussi les Jeux Olympiques, la médaille d'or.
Mais il y a, je pense, désormais c'est le général de la Coupe du Monde. Comme je disais aussi tout à l'heure, c'est peut-être un peu juste cette année encore, peut-être pour rivaliser avec un Johannes Beu ou un Quentin Fillon-Maillet qui sont sur le circuit comme depuis quelques années déjà à présent. Mais voilà, être régulier, je pense que ça va être l'objectif d'Emilien cet hiver. Et n'oublions pas également Simon Destieux, qui reste sur 2 belles saisons également. Donc voilà, peut-être il a un peu plafonné l'année dernière par rapport à il y a 2 ans. Est-ce qu'il y a peut-être pas eu une progression entre ces 2 années-là? C'est sûr qu'on attend toujours la victoire de Simon. On en a beaucoup parlé, pas mal de podiums. C'est le pouille d'or du biathlon. C'est un peu ça, ouais. Et ouais, Simon Destieux, on attend. Oui, il sera toujours placé, je pense, en outsider. Mais ouais. Pour un top 10. Top 10, ouais. Top 10, top 6. La première victoire, on espère quand même qu'elle viendra parce qu'on sait que il a tout à fait les capacités, que ce soit en tir et en ski, pour faire cette performance, pour gagner enfin une victoire sur le circuit. Et en fait, il faut qu'il arrive à mettre les deux bout à bout le même jour et que ça aille dans son sens aussi au niveau de ses adversaires. Et on espère qu'il va enfin le faire, quoi. Mais remplir le palmarès, c'est un peu ce qu'on disait au début, que ce soit pour même Quentin a des victoires, Emilien en a aussi quelques-unes, mais c'est vrai que les palmarès, on parle de personnes qui visent des gros globes, des choses comme ça. On sait que pour gagner un gros globe, c'est au moins 8-10 victoires par saison, quoi. Donc ou alors une régularité, genre Dorothée Avireur, quoi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Donc, en tout cas, chez les hommes, c'est ça depuis une dizaine d'années. On sort d'une période où on avait un extraterrestre devant. C'est difficile de comparer. C'est vrai. Oui, on peut, comme disait Marine, on peut regarder un peu chez les dames où là, la densité est un peu plus grande. Où, en effet, on n'est pas obligé de gagner non plus 36 000 victoires dans l'année pour gagner le gros globe. Mais voilà, c'est toutes les interrogations sur cette nouvelle saison. Pour être complet. On n'oublie pas également, donc au niveau de l'équipe de France, Antonin Guigodin. Ça, on l'a senti un peu décalé par rapport à l'équipe de France la saison passée, où tous les autres enchaînaient les podiums. On se rappelle de cet individuel à Auxerre-Saône où les Français avaient fait quadruplé et Antonin était à côté. Enfin, il observait ses copains, il observait ce podium. Mais ouais, on espère qu'Antonin pourra de nouveau enchaîner les bonnes performances. Fabien Claude également. Décrocher un top 10. Décrocher un top 10. Ouais, voilà, on n'oublie pas le prometteur Fabien Claude, qui a fait une très belle saison aussi l'année dernière, un peu perturbé pour des événements. Qu'il a perturbé, mais qui lui a au final permis certainement, qu'il a été bien aidé par une étoile là-haut pour décrocher son premier podium. Il a trouvé la rage au plus profond de lui, C'est bien sûr, qui a un très très bon potentiel. C'est son gros point fort. C'est la régularité sur le pas de tir. C'est comme beaucoup pour beaucoup, de toute façon. Et on observera aussi les premiers pas de Martin. Le petit nouveau. Martin remplace un autre. Martin Péria-Bottonnet. C'est une obligation de l'équipe de France. C'est signé, c'est dans le contrat. C'est une prérogative. Et il avait terminé sur le podium d'IBU Cup, si je dis pas de bêtises, Émeric. Il a fini 3ème, je crois, au général. 3ème, ouais. Et qui devait faire ses premières courses de Coupe du Monde à Oslo la saison passée, mais qui malheureusement, ça a été annulé pour la raison qu'on connaît, mais qui fera Quatrième. Ah oui, 4ème. Oui, excuse-moi, je me suis trompé, c'est 4ème la saison dernière. 4ème, ok. Donc au pied du podium de l'IBU Cup. Et donc qui fera ses premiers pas en Coupe du Monde à Concharty dans quelques jours. Et on a hâte aussi de voir ce qu'il vaut et comment il pourra aussi s'intégrer dans cette équipe. Avec également, on sait que derrière, il y a un certain Emilien Claude aussi qui tape à la porte. Donc il y a du beau monde. On a des beaux jours devant nous avec cette équipe. On va pas s'en plaindre de ce potentiel bleu. Non, il y a une génération qui se renouvelle, il n'y a pas de souci. Que ce soit chez les hommes ou chez les dames. Oui. On a fait le point sur le grand favori, ses potentiels rivaux, sur les bleus. On a quand même beaucoup parlé du coup de Français et de Norvégiens, mais alors derrière, ça sera le thème de notre 3e sujet, qui pour mettre fin à cette domination qui est totalement écrasante chez les hommes, l'année dernière on l'a vu. Je sais pas... Là, on a parlé un peu des Allemands tout à l'heure, on n'a pas trop détaillé. Émeric, est-ce que tu penses à cette nation-là en particulier ? Tout à l'heure, oui, je disais les Allemands qui vont sûrement se rapprocher un peu de la France au classement des Coupes des Nations, parce qu'ils étaient juste derrière nous en fait la saison dernière. Et là, cette année, je pense qu'avec du coup le départ de Martin, les points qu'il a portés, il risque de se rapprocher un peu de nous, mais je pense qu'on n'a quand même pas non plus de soucis à se faire pour rester la deuxième meilleure nation
de la Coupe du Monde. Après, la Russie, franchement, j'y crois pas du tout. C'est, à part Loginov derrière, ça fait que de se renouveler dans tous les sens avec des jeunes. Eliseev avait fait une saison, un bon début de saison. Après, il s'est un peu. Ouais, on a Babikov qui a été mis de côté quasiment toute la saison dernière, alors que lui-même savait pas pourquoi. C'était le bordel et tout. L'Autriche, il y a Landertinger qui est parti à la retraite. Félix Leitner. On a Leitner et Eder en chef de file, les deux, quoi. Mais bon, ils sont que deux à être vraiment à surnager. Les Tchèques, on sait qu'ils ont une nation assez vieillissante, mais on a des nouveaux qui arrivent. Les Tchèques sont loin, Schlesinger en plus est parti à la retraite. L'Italie, franchement, j'y crois pas non plus. Le jeune Jakub, je sais pas comment ça se prononce, Stretsky, ouais. Voilà, lui, je pense que faut... Enfin, on pourra l'observer un peu de près parce qu'il est assez prometteur, mais bon, pas tout de suite venir embêter ce qui se passe devant, bien sûr. Ouais. Après, il reste l'Ukraine et la Suède, mais c'est pareil, c'est des nations où ils font des coups d'éclat, mais au classement des Coupes des Nations, non, à part l'Allemagne. Sean Doherty. J'aimerais bien que les Américains, fasse des bons résultats. T'as pas repéré une petite pépite qui pourrait commencer à se montrer cette année? Alors peut-être pas en Coupe du Monde, mais sur le circuit UBA Cup, on va voir le petit frère de Jake Brown qui nous vient tout droit du ski de fond en fait et qui s'est mis au biathlon cette saison et qui est même sur la fin de saison dernière. Les Américains, ils manient bien les armes en général. Ils sont habitués jeunes. Hein. Et il est très rapide sur les skis, donc de là à arriver en Coupe du Monde, ça sera pas pour tout de suite. Mais je pense que d'ici quelques années, Luke Brown il s'appelle. C'est pas James Brown? Non. C'est le troisième frère, lui. Il arrivera dans 4 ans. Celui-là. On l'attend. Romain, tu vois des nations, d'autres nations ou pas du tout? Embêter la France et la Norvège, je dirais l'Allemagne, même si l'Allemagne c'est un peu décevant, je trouve quand même depuis quelques années, que ce soit même chez les hommes ou chez les dames. Collectivement, après le départ de Dahlmeier chez les dames, et là, je trouve que chez les hommes, il manque un leader. Il y a c'est une nation en fait qui se repose trop sur ses expérimentés, que sont un Arne Pfeiffer ou un Eric Lesser, mais qui sont plus capables de tenir toute une saison. Alors t'as Bénédicte Doll qui a remporté le sprint du Grand Bornand la saison passée, mais c'est toujours très irrégulier. C'est pas l'Allemagne ne peut pas toujours compter sur lui tout l'hiver pour jouer un classement général. Et Johannes Kuhn, on peut penser qu'il est jeune, mais au final Doll, c'est dommage, on attend. Doll, c'est dommage parce que c'est vrai que il y a quelques années, exactement, c'était un finisseur incroyable. C'est Martin Fourcade qui disait un hiver, alors c'était avant l'hiver 2017-2018, il disait que son plus grand rival pour cette saison ça aurait été Bénédicte Doll. Alors peut-être que c'était un petit jeu. Il s'est souvent trompé, Martin Fourcade, dans ses rivaux. Il a souvent cité Simon Kemp, alors que l'année où il est cité, c'est l'année où ça se passait pas bien. Il a cité Doll, voilà. C'est pas un très bon pour les stickers. Ou comme tu disais, c'était peut-être un calcul réfléchi pour jouer un peu avec ses amis norvégiens. Pour mettre un peu déjà la pression sur les Norvégiens, parce qu'on sait qu'il y a toujours cet éternel match entre la France et la Norvège. Mais l'Allemagne, peut toujours être là au bon moment, on faut toujours compter sur eux, surtout sur des mondiaux ou des Jeux Olympiques. Mais c'est quand même un peu décevant, je trouve, depuis quelques années. Il manque une nouvelle génération de jeunes ou un gros leader. Mais après, comme Émeric, sinon la Russie, non, à part individuellement avec Loginov. Et non, je pense qu'il faudra encore s'attendre à un match France-Norvège avec quelquefois des petites individualités de temps en temps. Si l'Allemagne ne place pas un biathlète dans le top 3 du classement général en fin de saison, ils en seront à 10 saisons sans avoir eu un biathlète sur le podium en fait. Le dernier c'était Andreas Birnbauer en 2011-2012. Le premier gros globe de cristal de Martin. Ouais, ça date. Et avant ça, le dernier Allemand à avoir gagné le général, c'était Michael Grace en 2006-2007. Ah oui, quand même. Michi Grace. Ouais. Et on sait en plus l'importance de l'Allemagne sur le biathlon. C'est le pays de la Coupe du Monde. C'est celui qui a créé. C'est le biathlon, c'est la Norvège, mais la Coupe du Monde, c'est l'Allemagne avec tous ses sponsors. C'est un pays qui élit le sportif de l'année, qui élit un biathlète, quoi. Donc la santé du biathlon allemand est très importante pour la Coupe du Monde et on espère quand même revoir l'Allemagne. Les 11 premiers gros globes de cristal ont été remportés par des Allemands. C'est pour dire.
Marine, quelque chose à ajouter? Tu vois d'autres... Moi, je suis, on va dire, assez d'accord avec mes collègues. Je pense que la France et la Norvège ont trop de densité au niveau de leur effectif pour être challengés par une autre équipe. Bien sûr, il y aura des biathlètes qui vont faire des coups d'une fois, des beaux podiums, peut-être même aux mondiaux ou ce genre de choses. Mais déjà, rien que sur les relais, je vois pas les premières et les deuxièmes places être trustées par une autre nation que la France ou la Norvège. Après, on peut toujours... Alors, on a 2 fois Oberhof cette année. On sait que Oberhof, ça réserve beaucoup de surprises, mais ça peut les transcender. En tout cas sur la durée, non, je pense pas. En tout cas, c'est trop tôt. Pas pour la saison prochaine, c'est trop tôt. Oui, il faudrait ressortir une pépite allemande, parce qu'effectivement, je trouve que l'équipe est très expérimentée. On a des bons biathlètes, mais c'est un peu vieillissant. Et effectivement, il manque un leader fort. Émeric, Romain, en IBU Cup, vous avez pas repéré une petite pépite allemande ou il y a celui que... Attends, c'est Marine qui en parlait tout à l'heure, Lucas Frager, qui gagne le général. Mais après, derrière, ils sont quand même plus loin. Le 2e allemand du général d'IBU Cup est 14e. Ah oui. 11e. Roman Ries est 11e. Après 14e, 16e. Oui, puis Roman Ries, il est pas tout jeune non plus. Ah oui, il est pas tout jeune non plus. Hein. Et quand tu regardes le classement IBU Cup et le classement Junior Cup, tu vois surtout des drapeaux norvégiens, donc ça fait un peu peur pour les prochaines années aussi. Norvégiens, c'est vrai que... À la top 10 IBU Cup, il y a 6 Norvégiens. D'accord. Bon, vous l'aurez compris, chers auditeurs, cette domination franco-norvégienne, encore de beaux jours devant elle. Avant de se quitter, comme pour les dames, on va donner nos pronostics pour la prochaine saison. On va commencer par le podium du classement général. Marine, on t'écoute. Alors, moi, je vais donner Quentin en 1. Oh. J'y crois, franchement, c'est vraiment pas... j'y crois vraiment. Tu étais acharné pendant le débat, on a vu que tu y croyais. Et donc, forcément... Non, faut rappeler que Marine est jouée à la scène comme Quentin. C'est aussi à prendre en compte pour les Oui, on a le même âge, ça fausse les pronostics. Le chauvinisme national et régional, quoi. Ça n'a rien à voir. Quand elle est au bord des pistes, elle est avec son drapeau Made in Jura. J'en ai 2 du drapeau Made in Jura. J'en étais sûr. Non, mais tout chauvinisme mis à part, j'y crois vraiment. Quentin en 1, après, donc forcément, Johannes en 2, et en 3, je mettrai Tari. Ok, Émeric? Moi, je vais mettre Johannes premier, Quentin deuxième, et troisième, du coup, je vais mettre mon coup d'instinct que j'ai eu sur Christiansen. Romain? Alors, vous n'allez pas me croire, mais en 1, je vais mettre Johannes Bö. Oh! Ouais, là, c'est fou. Pas Martin, tiens. Ouais, non, pas Martin. Attendez pas. Non, exactement. En 2, je vais mettre Quentin. Et en 3, je vais mettre Tari Bö. Et toi, Damien? Écoutez, ouais, moi ça va être un peu pareil. Johannes Bö en premier, Quentin Fillon-Maillet en deuxième, et je tente Émilien Jacquelin pour fermer la boîte sur la troisième place, car il sera deuxième l'année prochaine et premier dans 3 ans. Ah c'est sympa, c'est de nous le dire. Voilà, c'est ça. Belle progression. Vous pouvez déjà noter les pronos pour les 3 prochaines années. Donc comme pour les dames, pareil, on fait un petit tour par le dossard bleu. On vous rappelle, le nouveau dossard instauré cette année par les BU qui récompense le meilleur jeune. Marine? Est-ce qu'il y a vraiment besoin de faire un point sur le dossard bleu chez les hommes? C'est ça la question surtout. Ouais, je vais pas faire un pronostic très original pour celui-là. Ce sera, je pense, Johannes Geladal, Dalleux. Qui, j'espère, ira chercher son premier podium, parce que il n'en a pas encore fait jusqu'à présent en individuel, il me semble. Donc, il est jamais passé bien loin, donc voilà. D'ailleurs, un candidat possible, pour le top 5, pourquoi pas cette année, pourquoi pas, dans sa progression, ça peut être un homme fort aussi. Un bon outsider. C'est un Norvégien, quoi. Voilà. Ouais. C'est un Johannes, quoi. Voilà. Et c'est un Johannes. Émeric? Moi, je vais pas être très original non plus. De toute façon, je vois pas qui d'autre que Johannes Dalleux, mis à part s'il se blesse pendant la saison et qu'il rate une bonne partie de la saison, ou qu'il a atteint du Covid 2 fois. Je vois pas qui pourrait lui chipper le dossard bleu. Ok, Romain? Et je mise la même chose aussi, Johannes Dalleux. Et toi, Damien? Ouais, et pour ma part, je vais pas être très original, je vais vous suivre tous les 3. Johannes Dalleux. Oh, t'es vraiment un petit joueur, Damien. Ouais, et bon, très favori, voilà. Après,
Après, on verra. C'est la saison qui nous le dira. C'est la saison de toutes les surprises. Bon. C'est ça. C'est ça, voilà, plein de surprises, et puis on espère que tout se passera bien, que ça pourra aller au bout, que tous les biathlètes seront présents. Mais ça, on le saura à partir du week-end prochain. Romain, est-ce que tu veux nous donner le programme du week-end prochain ? Et oui, donc la caravane de la Coupe du Monde va débarquer pour 2 week-ends de compétition à Conchalty. Et donc en ouverture samedi, nous aurons des individuels, alors hommes et femmes à 11h et 14h20. Et le dimanche, nous aurons droit à des sprints, hommes et femmes à 10h30 et 13h40. Voilà, Damien. Ah oui, un individuel pour débuter la saison, oui. C'est un peu raide. Ah bah là, on attaque tout de suite dans le vif du sujet, en effet. Ok, bah on a hâte d'y être au week-end prochain pour cette ouverture de la saison. Encore merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. N'hésitez pas, comme d'habitude, à nous laisser vos commentaires, vos impressions, à liker, partager sur les différents réseaux. Merci Émeric, merci Marine, merci Romain pour votre participation. Merci Damien, et on se retrouve merci à toi. le week-end prochain après. Ouais, merci. Et puis on attend avec impatience la prochaine course d'ouverture. Exactement, on se retrouve le week-end prochain, on vous débriefera à chaque fois chaque saison forcément, mais chaque week-end de Coupe du Monde à travers un petit format pour faire le bilan du week-end de compétition. Allez, ciao à tous et prenez soin de vous. Salut. Salut.